Vous êtes sur Radio Prague International, à l'écoute du programme francophone diffusé depuis la capitale tchèque. Dobrý den, bonjour à toutes et à tous et merci d'être fidèles à l'écoute de l'actualité tchèque en français sur Radio Prague International. Au sommaire de cette actualité, tout d'abord le projet controversé, même très controversé, de nouveaux modes de financement des médias publics en Tchéquie, un projet qui est désormais sur la table. Au sommaire également, la suite de notre série consacrée aux bibliothèques historiques. Cette fois, pour notre dernier épisode, c'est au Klementinum de Prague que nous vous emmenons pour vous faire découvrir la grandiose bibliothèque des Jésuites, une bibliothèque qui a conservé son décor d'origine. Mais avant tout cela, le Flash Info présenté par Alexis Rosenzweig. Très bonne écoute de Radio Prague International. Les informations. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a reçu mardi le ministre tchèque des Affaires étrangères Petr Matýnka, qui l'a remercié pour le soutien important que la République tchèque apporte à Israël. Les deux nations ont établi au siècle dernier un partenariat moral important, éprouvé par le temps, et maintenant nous essayons de le porter à un niveau encore plus élevé. C'est ce qu'a indiqué Benjamin Netanyahou. D'après Petr Matýnka, il ressort des discussions que l'élimination du programme balistique iranien est d'une importance vitale pour Israël comme pour des pays plus éloignés. Israël a mené cette année des frappes contre l'Iran en coopération avec les États-Unis. Nous avons confirmé la solidité de nos relations ainsi que le soutien que nous exprimons à Israël de manière bilatérale au sein de l'Union européenne et à l'ONU, a déclaré entre autres le chef de la diplomatie tchèque. Et on parle du secrétaire général de l'OTAN maintenant, Mark Rutte, qui se rendra en Tchéquie jeudi, où il rencontrera le Premier ministre Andrej Babiš. C'est ce qu'a annoncé l'Alliance Atlantique. Une conférence de presse conjointe est prévue à 18h35 précisément. Les raisons de cette visite non annoncée auparavant du chef de l'OTAN, ainsi que le contenu de ses discussions avec le chef du gouvernement tchèque n'étaient pas immédiatement connus. Mark Rutte participera la veille mercredi à Berlin à une réunion ministérielle du groupe de contact pour la défense de l'Ukraine, à laquelle assisteront également en personne le ministre britannique de la Défense John Healey et le ministre ukrainien de la Défense Mikhailo Fedorov. Selon le président tchèque Petr Pavel, plus que la forme concrète de financement de l'audiovisuel public, ce sont les garanties de non-ingérence du pouvoir politique qui seront déterminantes. C'est sous cet angle que toute proposition devra être évaluée, a-t-il déclaré mardi à des journalistes tchèques lors de sa visite en Argentine. Le ministre de la Culture Otto Klempiř a présenté mardi un projet de loi qui prévoit de transférer, à partir de l'année prochaine, le financement de la télé et de la radio publique au budget de l'État. Petr Pavel souhaiterait que la version finale du texte soit discutée avec le plus grand nombre possible d'acteurs concernés. Plus d'infos sur ce sujet dans notre programme du jour. Et on termine comme d'habitude ce bulletin avec un mot sur la météo. Des températures maximales autour de 20 degrés, un ciel dégagé, en tout cas partiellement. Ce sont les prévisions pour ce mercredi dans la capitale tchèque. Dans une poignée de secondes, c'est le programme francophone du jour en compagnie donc de Guillaume Narguet. Radio Prague International, le programme francophone. À compter de 2027, le fonctionnement des médias de service public en République tchèque, concrètement de la télévision tchèque et de la radio tchèque, devrait être financé directement par le budget de l'État. Mardi, en effet, le ministre de la Culture a présenté un projet de loi visant à supprimer les redevances audiovisuelles. Selon ses opposants, qui voient là une volonté du gouvernement d'en prendre le contrôle, l'adoption de cette mesure affaiblirait l'indépendance de ces deux médias. Náš návrh ruší zastaralý systém televizních a rozhlasových poplatků. Notre proposition abroge le système obsolète des redevances télé et radio, a expliqué le ministre de la Culture, Otto Klempiř, et ce lors de la présentation donc de ses projets de loi mardi après-midi devant les journalistes. Une présentation qui n'a fait l'objet d'aucune consultation préalable entre le gouvernement et l'opposition, empêchant ainsi tout consensus politique. On écoute encore le ministre de la Culture, Otto Klempiř. A zavádí nový model financování prostřednictvím přímého příspěvku
Il instaure un nouveau modèle de financement par le biais d'une contribution directement prélevée sur le budget de l'État. La loi garantit à la radio tchèque et à la télévision tchèque une contribution à leur activité dont le montant sera déterminé par une somme forfaitaire qui deviendra un chapitre à part entière du budget de l'État. Le montant de ces contributions sera indexé chaque année selon le taux d'inflation. Výše příspěvků se každoročně valorizuje o inflaci. Comme dans d'autres pays en Europe et notamment en Slovaquie voisine et en Hongrie, en République tchèque aussi, les audiovisuels publics subissent des pressions à la fois politiques et économiques, régulièrement évoquées depuis la tenue des élections législatives à l'automne dernier, la suppression de ces redevances télé et radio dont les montants avaient été augmentés il y a un peu moins d'un an par l'ancien gouvernement de Petra Fiala, fait partie des priorités formulées par la coalition gouvernementale tripartite dirigée par Andrej Babiš pour ses premiers mois d'exercice du pouvoir législatif. En plus donc de faire passer le financement de la télévision tchèque et de la radio tchèque sous le budget de l'État, la proposition présentée par le ministre de la Culture, membre du Parti des automobilistes, une formation anti-écologique et eurosceptique très à droite sur l'échiquier politique, devrait également notoirement diminuer les recettes consacrées au secteur de l'audiovisuel public. Concrètement, au lieu donc des redevances versées actuellement par les particuliers et les entreprises, la télévision et la radio tchèque devraient recevoir quelques 7 milliards 800 millions de couronnes, soit près de 320 millions d'euros provenant directement des finances publiques. Et ce, comme l'espère le gouvernement dès l'année prochaine. Par rapport aux ressources financières dont elle dispose pour 2026 grâce aux redevances, il s'agirait d'une baisse substantielle de l'ordre respectivement d'1 milliard de couronnes pour la télévision tchèque et de 400 millions de couronnes pour la radio tchèque. Selon les directions des deux institutions qui fonctionnent indépendamment l'une de l'autre, ces budgets moindres les contraindraient à procéder à d'importantes coupes à la fois dans la production des programmes et dans les effectifs. Si le ministre de la Culture, ancien rappeur qui, à l'été dernier, encore animait une émission musicale hebdomadaire sur une des stations de la radio tchèque, s'est voulu rassurant en affirmant que la nouvelle loi empêcherait les politiciens de s'immiscer dans les programmes des médias publics, le directeur de la radio tchèque, Rané Zavoral, a néanmoins réagi à l'annonce de mardi en exprimant ouvertement son inquiétude. On écoute le directeur de la radio tchèque, Rané Zavoral. Já nevidím v tom návrhu zatím žádnou z pojistek, která by právě nezávislost v tomto duchu. Personnellement, je ne vois dans cette proposition aucune garantie qui assurerait l'indépendance des médias de service public. À mes yeux, le rattachement des médias de service public au budget de l'État signifie très clairement un rattachement aussi au pouvoir politique. Nous vivons dans un pays qui a une expérience historique assez longue et très néfaste des médias contrôlés par l'État. Je considère donc cette mesure comme un pas en arrière et continue de penser que l'indépendance, telle qu'elle aujourd'hui, garantie par la participation financière directe des citoyens, à savoir donc par le paiement de redevances, est le meilleur mode de financement possible. Bien qu'en tournée en Amérique du Sud tout au long de cette semaine, le président de la République, Petr Pavel, qui sera appelé à promulguer la loi une fois celle-ci adoptée par le Parlement, a lui aussi réagi au projet du ministre de la Culture en expliquant que si un financement assuré directement par l'État n'était pas nécessairement synonyme d'atteinte à l'indépendance des médias, comme le montrent selon lui les exemples de la Finlande ou des pays scandinaves, il n'en suivrait pas moins avec un œil très attentif l'évolution de la prochaine procédure législative. On écoute le président tchèque Petr Pavel. Já budu velice dbát na to, aby jakákoliv forma financování
Je veillerai tout particulièrement à ce que soit garantie avant tout l'absence de toute ingérence politique dans le fonctionnement des médias de service public. Cela me paraît bien plus important que la forme concrète de leur financement. Composé majoritairement des partis qui formaient l'ancien gouvernement, l'opposition critique vivement ce transfert du financement de l'audiovisuel public vers le budget de l'État. Selon par exemple Vít Rakušan, leader du mouvement libéral STAN, ce changement conduira inévitablement à une mainmise des politiques sur la télévision et la radio tchèque. Ani jeden z těchto návrhů neprojde bez obstrukcí. Ty obstrukce budou masivní. Aucune de ces propositions ne passera sans obstruction à la Chambre des députés. Ces obstructions seront massives et nous ferons tout notre possible pour que cette loi, si possible, n'entre jamais en vigueur, de manière à ce que le système de financement des médias de service public ne soit pas modifié. Quoi qu'il en soit, si les textes de loi sont donc désormais prêts et seront successivement soumis dans les prochains mois à l'examen du Conseil des ministres puis des deux chambres du Parlement, et si leur adoption ne fait l'objet de guère de doute en raison de la majorité dont dispose le gouvernement à la Chambre des députés, il n'est toutefois pas acquis qu'ils pourront entrer en vigueur dès le 1er janvier prochain, comme cela était initialement envisagé, en raison précisément de la longueur de la procédure législative et des nombreux débats qui précéderont le vote final. Du coup, en attendant, les députés de la majorité entendent également présenter une proposition pour exempter les particuliers âgés de moins de 26 ans et de plus de 75 ans, ainsi que les entreprises, du versement de ces redevances télé et radio, et ce, avant l'entrée en vigueur de cette loi si controversée, ce qui constituerait là un autre coup dur, et ce cette fois dès cette année, pour l'audiovisuel public en République tchèque. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Prague International en français, suite de notre émission avec le dernier épisode de notre série sur les plus belles bibliothèques historiques en Tchéquie. Un épisode qui nous emmène cette fois au Klementinum, situé en face du pont Charles, dans la vieille ville de Prague donc. Ce complexe d'édifices baroques fait figure tout simplement de plus vaste ensemble architectural après le château de Prague. Siège de la Bibliothèque nationale, le Klementinum abrite notamment une remarquable salle baroque. Visite en compagnie de Magdalena Rozinkova. Le Klementinum, qui doit son nom à l'église romane Saint-Clément, est un ancien collège jésuite, un site impressionnant qui s'étale sur 2 hectares et que la Compagnie de Jésus a fait construire après son arrivée en Bohême en 1556. Historie Klementína je spjatá asi nejvíce s jezuitským řádem, který přišel do Čech v půlce 16. století na pozvání Habsburků. Les jésuites sont arrivés en Bohême à l'invitation des Habsbourg pour y consolider la foi catholique, explique Tomáš Foltín, directeur de la Bibliothèque nationale. Les frères jésuites fondent alors au centre de Prague, à l'emplacement d'un ancien couvent dominicain détruit pendant les guerres hussites, leur premier collège en Bohême. Sous la coupe de grands architectes de l'époque, Carlo Lurago, Domenico Orsi, František Maximilian Kanika ou Kilian Ignác Diessenhofer, la réalisation des bâtiments baroques et classicistes nécessite quelques 170 années de travaux. Les jésuites installent au Klementinum des écoles renommées et fréquentées par des étudiants tchèques et étrangers, ainsi qu'une imprimerie, un observatoire astronomique, un théâtre et une salle de bibliothèque qui aujourd'hui attire les touristes du monde entier. On raconte que les jésuites sont arrivés à Prague depuis Rome avec un seul livre qui était la Bible, bien évidemment. En réalité, ils devaient en posséder davantage car les frères étaient au nombre de 12, raconte Tomáš Foltín. Au fil des siècles, le fonds de livres s'est considérablement enrichi, à la fois grâce aux dons des différents monastères et
et de la noblesse, mais aussi grâce à diverses activités et acquisitions. Aujourd'hui encore, nous continuons à enrichir ce fonds qui recouvre tout le spectre du savoir humain. La dernière acquisition d'envergure a eu lieu en 2006 et 2008, lorsque nous avons enrichi les collections historiques de la Bibliothèque nationale de nombreux livres en provenance des monastères tchèques de Tepla et de Cheb. 2006 a 2000 až 2008, kdy se podařilo rozšířit sbírky historických fondů Národní knihovny o klášterní dědictví klášterů v Teple a v Chebu. Plongée dans la pénombre et décorée de fresques, la bibliothèque, qui date du XVIIIe siècle, a toujours été conservée dans son état d'origine. Si ces visiteurs ne peuvent pas y accéder complètement, ils peuvent néanmoins admirer de loin les 24 000 ouvrages qu'elle compte et qui ne représentent qu'une infime partie de l'ensemble du fonds de la Bibliothèque nationale, riche de près de 8 millions de livres. Mezi nejzajímavější sbírky z nejstarších dob patří například papírové rukopisy. Jím se teďka začínáme systematicky věnovat, protože... Parmi les ouvrages les plus précieux figurent par exemple des manuscrits sur papyrus que nous étudions désormais de manière systématique. Nous en savons très peu sur les différentes collections de papyrus qui existent dans les musées et bibliothèques européennes et sur les liens qui unissent ces différents documents. Dans le cadre d'un vaste projet de coopération européenne avec les universités de Heidelberg, de Cambridge, d'Oxford et diverses autres institutions prestigieuses encore, nous nous intéressons tout à la fois à leur histoire et aux moyens de conservation et à leur catalogue. La Bibliothèque nationale possède également 4 manuscrits qui font partie de l'héritage culturel national. Il s'agit du Codex de Vyšehrad, qui est le livre tchèque le plus ancien, d'un fragment de la chronique de Dalimil, de la Bible de Velislav et d'un recueil de textes religieux du XIVe siècle intitulé Le Passionnaire de l'abbesse Kunhuta. Le fonds de la bibliothèque contient également de nombreuses cartes, des gravures, des imprimés anciens, des manuscrits ou encore bien sûr des ouvrages plus contemporains, parmi lesquels notamment les premières éditions d'œuvres classiques de la littérature tchèque, à savoir Babička de Božena Němcová ou Maj de Karel Hynek Mácha. Málo se ví, že pevný památník Muzeum Wolfganga Amadea Mozarta nebyl vytvořen v Rakousku, nebylo to v Salzburgu, nebylo to ve Vídni, ale bylo to právě v Praze. Peu de gens savent que le tout premier musée dédié à Wolfgang Amadeus Mozart n'a pas vu le jour à Salzbourg ou à Vienne, mais à Prague. C'était le fameux Mozarteum qui fait partie aujourd'hui encore de la Bibliothèque nationale. On y trouve notamment des manuscrits du célèbre compositeur. La bibliothèque abrite également des œuvres musicales originales de grands compositeurs tchèques, notamment de Bedřich Smetana et d'Antonín Dvořák. Tous les chercheurs et étudiants en musicologie peuvent consulter leurs partitions et observer les différences dans leur écriture musicale. Tyto velikáni psali noty a třeba najdou srovnání, že jejich přístup k psaní hudby byl úplně opačný. Retour encore avec Tomáš Foltín, directeur de la Bibliothèque nationale, à l'époque des Jésuites qui ont fait du Clémentinum un important centre universitaire, spirituel et scientifique de Prague et de toute la Bohême, comme en témoignent les globes terrestres et les horloges exposées dans la bibliothèque baroque. Ty globy a hodiny jsou v podstatě jen takové zbytky tehdejšího matematického muzea, které bylo součástí jezuitské koleje. Ces objets ne sont en fait que des vestiges de l'ancien musée des mathématiques qui faisait partie du collège jésuite. Les frères ne se consacraient pas seulement à l'enseignement proprement dit, mais aussi aux avancées dans les domaines de la science, de la recherche et plus globalement à l'enrichissement des connaissances humaines. C'était un authentique musée scientifique où étaient rassemblés des outils importants pour le développement de la science. On y trouvait divers instruments, des éléments de ces globes terrestres qui décrivaient les connaissances de l'époque sur le monde. Il y avait des horloges, car la mesure du temps faisait bien sûr partie du travail scientifique et par conséquent diverses recherches astronomiques ont été effectuées ici. Les collections de globes et d'horloges que nous avons aujourd'hui au Clémentinum ne sont qu'un petit exemple
exemple de ces activités, l'essentiel des collections scientifiques des jésuites sont conservées au Musée national des techniques où elles ont logiquement leur place. Kam logicky patří a kde se tedy péči o ně jako systematicky věnují. Achevée en 1727, la salle de la bibliothèque n'a finalement servi aux jésuites qu'une cinquantaine d'années, jusqu'à l'interdiction de l'ordre par le pape en 1773 et son départ de Bohême. 5 ans plus tard, la bibliothèque a été déclarée publique par Marie-Thérèse, archiduchesse d'Autriche et reine de Bohême. En 2027, une série d'événements seront organisés par la Bibliothèque nationale à l'occasion du 250e anniversaire de cet événement historique. Nous vous proposons maintenant de réécouter une émission qui a trait au Groenland, dont on n'a jamais autant parlé ces derniers temps, et ce lorsque le président américain Donald Trump avait affirmé de manière explicite son intérêt d'acquérir ou d'annexer ce territoire de l'Arctique et qu'il considère comme hautement stratégique. Bien avant de susciter ses convoitises géopolitiques, le Groenland a été l'objet d'autres ambitions motivées par une volonté évangélisatrice. Au XVIIIe siècle, en effet, des frères moraves y avaient été envoyés en mission avec l'objectif de convertir les populations inuites. Anna Kubishta. Pasteur et pédagogue originaire de Moravie, Jan Amos Komenský, également connu sous le nom latin de Comenius, est mort en exil à Amsterdam en 1670. D'autres co-religionnaires restés fidèles à la tradition de l'unité des frères, malgré les persécutions, ont également dû prendre la route de l'exil, quittant leur terre natale pour la Saxe, sous la protection du comte Zinzendorf. C'est là, dans cette région de Lusace, où l'on parle aussi un dérivé de langue slave, qu'il crée en 1722 la ville d'Ochranov, Herrnhut en allemand. De cette nouvelle cité, où ils peuvent vivre leur foi en toute liberté, vont partir les grandes missions des frères moraves vers des destinations lointaines comme les Caraïbes, l'Amérique du Nord et le Groenland. Joachim Pantarlek est président de la société d'histoire Moravian à Suchodol nad Odrou, où un petit musée rappelle l'histoire de ces frères moraves. Ce sont en quelque sorte les fils spirituels de Jan Amos Komenský. Après son départ de Fulnek, les gens qui avaient suivi ses sermons ou ses cours ont réussi à préserver leur foi pendant un siècle, même sans guide pastoral. 100 ans plus tard, il y a eu une sorte de renaissance de cette foi, ce qui a conduit à de nouvelles persécutions et à leur départ pour la Saxe. Dans les années 1730, le roi du Danemark cherche à relancer l'évangélisation du Groenland après les résultats limités obtenus par le pasteur luthérien Hans Egede, originaire de Norvège. C'est le comte Zinzendorf qui propose les services des frères moraves, parmi lesquels se trouve un certain Matouš Štach. Matouš Štach a grandi à Mankovice, un petit village près de la rivière Oder. Il y avait là une communauté cachée de non-catholiques et il a grandi dans cet environnement depuis son enfance. Il a décidé de quitter Mankovice avec son cousin Christian et je crois qu'ils ont également emmené sa mère et son père. Il est arrivé à Herrnhut dans les années 1730, mais n'est pas resté longtemps car il était attiré par d'autres horizons. À ce moment-là, le comte Zinzendorf s'était mis d'accord avec le roi du Danemark pour une mission des frères moraves au Groenland. Matouš Štach s'y est inscrit et a été sélectionné avec 2 autres frères moraves. À leur arrivée, c'est le choc. Rien ne se passe comme prévu sur ce territoire hostile où vivent les Inuits, dont ils ne parlent évidemment pas la langue. La méfiance mutuelle prévaut, même si les frères moraves sont poussés par l'espoir de leur mission qu'ils considèrent comme divine. Joachim Pantarlek. Ils avaient emporté des haches et des sacs de céréales, pensant qu'ils pourraient cultiver quelque chose. Ils espéraient pouvoir abattre des arbres pour se construire des maisons, mais quand ils sont arrivés, ils ont bien sûr découvert qu'il était impossible de faire tout cela au Groenland. Le moment de surprise passé, ils sont parvenus à entrer en contact avec des autochtones qui les ont aidés à survivre à leur tout premier hiver.
Au cours de celui-ci, ils ont plusieurs fois songé à tout abandonner, mais ils ont survécu et ont ensuite commencé à apprendre la langue, car pour pouvoir transmettre leur foi, il était important de connaître la langue inuit. Il n'en reste pas moins que la situation sanitaire est dramatique, les missionnaires souffrent de la faim et du scorbut, tandis qu'un autre fléau, possiblement arrivé dans leur bagage, décime une partie de la population locale suite à leur arrivée, la variole. Même si les missionnaires s'efforcent de soigner les malades, leur présence est donc pour le moins mal perçue au départ. Les frères moraves persévèrent malgré tout. Contrairement à d'autres missions coloniales, ils adoptent une stratégie d'immersion totale. Ils apprennent la langue, observent les coutumes, partagent le quotidien des Inuits, comme le rappelle Jachim Pantarlak. Les Moraves avaient une approche différente de celle de Hans Egede dans cette mission. Ils ont essayé de se rapprocher de ces gens en apprenant leur mode de vie avant de leur transmettre leur foi. Et cela s'est avéré être une approche bien plus fructueuse. Il leur faudra quand même 6 ou 7 ans avant de baptiser le premier Inuit, Kairak, devenu Samuel. Touché par le récit du Christ au mont des Oliviers, il s'identifie à la figure du condamné à mort car il a lui-même une expérience similaire et il transmet à son tour le message chrétien à son clan. En arrivant en territoire groenlandais, les frères moraves fondent une colonie baptisée Neu Herrnhut, du nom de la ville de Saxe qu'ils ont laissée derrière eux. Aujourd'hui, c'est un quartier, le plus ancien de la capitale, Nuuk. Ils y construisent des maisons en bois de style européen, parmi les premières de ce type dans la région et dont certaines subsistent encore. L'un des bâtiments historiques abrite aujourd'hui la Bibliothèque nationale groenlandaise. Mais l'un des apports majeurs des frères moraves est linguistique. À force d'apprentissage et de systématisation, c'est eux qui élaborent le tout premier dictionnaire groenlandais allemand, jetant les bases d'une norme écrite. Au XIXe siècle, un autre missionnaire morave, Samuel Kleinschmidt, perfectionne cette œuvre en créant une grammaire et une orthographe qui marqueront durablement la langue groenlandaise. Ty postavy jako Kleinschmidt, které jim vlastně vytvořili tu jejich gramatiku, tak jsou tam známé. Joachim Pantarlak souligne encore que ce fameux Kleinschmidt est pour les Groenlandais un peu ce que Comenius est pour nous, soit une figure fondatrice du savoir linguistique. L'influence morave est aussi matérielle et esthétique. Les missionnaires importent des instruments de musique et surtout des petites perles en verre venues de la région de Jablonec, en Bohême du Nord. Jusqu'à aujourd'hui, ces perles sont caractéristiques du costume traditionnel groenlandais et témoigne d'une mondialisation inattendue reliant l'Arctique aux montagnes de Bohême. La mission morave au Groenland se poursuivra jusqu'au début du XXe siècle, avant que progressivement les communautés et les églises ne s'intègrent à l'église luthérienne danoise. Aujourd'hui, environ 90% des Groenlandais se rattachent au luthéranisme, héritage à la fois de la présence danoise et du travail missionnaire initial mené par les frères moraves. Ils ont quitté le Groenland au début du XXe siècle et se sont ensuite concentrés sur les régions du monde où ils estimaient être plus utiles. Au Groenland, ils avaient accompli leur mission. Ils y avaient introduit le christianisme, appris aux gens à lire et à écrire. Donc, ils sont partis en Australie où ils estimaient avoir encore beaucoup à faire. Bien avant cela, Mateusz Stach, figure de proue de la toute première mission au Groenland, a pour sa part passé près de 30 ans au Groenland, avec quelques retours en Saxe, notamment pour se marier. Personnalité forte, parfois en conflit avec ses collègues, il a même fondé une autre colonie appelée Lichtenfels, qui finira par disparaître. De retour en Saxe en 1771 avec sa femme Rosina, il est envoyé l'année suivante en Caroline du Nord, dans la petite colonie morave de Betabara, où le couple dirige une école de garçons. Aujourd'hui, les vestiges de ce petit village sont intégrés à la ville de Winston-Salem, qui permet des visites historiques des bâtiments qui ont subsisté depuis cette époque. Le parcours de Mateusz Stach est emblématique du caractère transnational du réseau des frères moraves, exilés en pays germaniques, puis envoyés sur tous les continents pour diffuser une foi interdite dans leur Moravie natale. Voilà, c'est la fin pour ce mercredi du programme en langue française de Radio Prague International. On ne la fait pas plus longue. Merci de votre attention et à très bientôt de nouveau à l'écoute. Ahoj.